Donc maintenant, je ne veux pas perdre du temps. C'est la raison pour laquelle je souhaite souhaiter la bienvenue aux participants du prochain panel de participer ou de venir sur scène. Donc, bonjour, Madame Gerlach. Donc, Madame Gerlach est la modératrice qui va modérer un débat très intéressant avec Monsieur Scherer, le directeur de la Maison des Cultures du Monde ici à Berlin, et Monsieur Subran, le chef économiste d'Alliance à Paris. Et vous, Madame Gerlach, vous allez modérer en fait ce panel portant au sujet le monde face aux crises. Est-il temps de changer pour un modèle durable? Merci beaucoup à vous, merci et bonjour et à tout le monde. Je m'appelle Dr Viola Gerlach, je suis collaboratrice scientifique en matière de la co-création et de la portée ou bien de l'effet transformateur. Je travaille à l'Institut for Advanced Sustainability Studies à Potsdam et en fait, j'ai vraiment hâte de commencer ce dialogue ou cette discussion parce qu'il y a des participants très intéressants. Et maintenant, j'aimerais bien euh, saisir l'opportunité de faire référence à notre titre, donc le titre de notre dialogue, Le monde face aux crises. Est-il temps de changer pour un modèle durable? Et j'aimerais bien aborder ou bien discuter sur ce sujet avec vous, messieurs. Donc, nous avons vraiment déjà mené des dialogues et des discussions très intéressantes a priori, enfin, avant cette plateforme. Mais avant de commencer, je souhaite vous donner quelques informations sur nos panélistes. Donc, Monsieur Chéret, depuis 2006, il est le directeur de la Maison des Cultures du Monde à Berlin. Et depuis 2011, il est professeur honoraire à l'Institut pour l'ethnologie européenne de l'Université Humboldt à Berlin. Et il a initié et il était le chef des projets culturels à l'échelle internationale, entre autres en 2010 à 2011, le projet qui s'est appelé Survivre ou l'art de survivre, qui était, en fait, c'était un projet en coopération avec la Maison des Cultures du Monde. En fait, on vous a perdu, Monsieur Scherer, on vous voit plus. Donc, Monsieur Scherer, en fait, il a quitté la scène, donc je vais continuer à le présenter parce il connaît très bien sa carrière, n'est-ce pas, sa propre carrière. Donc, il ne faut pas suivre en fait cette introduction. En même temps, il a également initié un projet portant à l'Anthropocène et un projet centenaire du présent et le nouveau projet qu'il vient de démarrer. Donc, au sein de la Maison des Cultures du Monde, il est en charge de développer cette Maison des Cultures du Monde lors de sa transformation vers de la quotation of ideas in the making. Donc, c'est vraiment un titre très intéressant est très bien choisi, à mon avis, parce qu'en fait, ce titre montre très bien que nous ne parlons pas seulement, ou que nous réfléchissons pas seulement aux problèmes à l'échelle nationale, mais également planétaire ou bien internationale. Donc, il s'occupe des questions, il aborde des questions philosophiques comme le syndrome Marco Polo. Et en fait, c'est c'est le rôle joué par la culture dans le contexte international et Alexandre de Humboldt dans l'ère moderne. En fait, c'est le titre d'un livre qu'il a publié. Il publie une série de publications, comme en 2015, par exemple, portant à l'Anthropocène sur l'état des choses. Donc, en fait, on a profité de votre absence pour vous, ouais, voilà, pour vous présenter, mais quand même, ça fait plaisir que vous soyez de retour. Donc, vous avez désactivé votre micro. Merci beaucoup pour l'introduction sympa. Voilà, en fait, on a des problèmes techniques
comme l'habitude avec ces formats virtuels, mais avant de procéder, avant votre dialogue, votre présentation, je souhaite souhaiter la bienvenue à Monsieur Subran, qui est chef économiste qui travaille au sein de l'Alliance. Dans le passé, vous avez travaillé pour la Banque mondiale et pour le ministère des Finances en France et pour le programme de l'alimentation de l'ONU. Vous êtes conseillère du Premier ministre et vous êtes le Young Leader du Forum de l'économie globale. Vous êtes également fellow David Rockefeller et vous avez vraiment eu une très bonne carrière, ou vous avez encore une carrière impressionnante. Donc, vous êtes un des chercheurs scientifiques ou des économistes les plus avec beaucoup d'influence ou le plus important en France et vous faites partie des comités différents et en même temps, vous êtes professeur pour les sciences d'économie à l'HEC et à la Sciences Po de Paris. Vous êtes le co-auteur de 3 livres en 2006, La faim et les marchés, et en fait, porte également un livre, vous avez publié un livre sur la monnaie ou bien la situation de la monnaie. Et vous avez également publié un livre portant à la question, ou bien vous avez écrit un article sur « Ah, finalement, j'ai compris l'économie ». Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Donc maintenant, j'aimerais bien demander, vous, Monsieur Scherer, de commencer avec votre contribution, avec votre présentation, et Monsieur Subran, vous pourriez continuer après ou vous enchaîner après. Bonjour, ça fait plaisir de faire participer à ce forum de Copenhague parce que vous discutez véritablement sur un sujet de haute importance et très récent. Et merci beaucoup pour l'introduction. Donc, euh, je vais faire une présentation du point de vue de d'une institution culturelle qui s'occupe de développement de notre société. Donc, il y a à peu près 10 ans, en fait, on s'est posé la question suivante. Donc, quelle est la tâche d'une institution culturelle et quelle pourrait être son rôle joué dans le monde. Et en fait, nous travaillons sur les processus différents et on a commencé notre travail après la COP il y a 10 ans, donc après la conférence portant au climat. Donc, le climat représente vraiment un sujet clé pour nous. Donc, nous avons en fait établi la thèse que nous nous retrouvons dans l'Anthropocène et cela représente la fondation ou le fondement de notre travail. Et en fait, j'aimerais bien vous donner quelques informations sur la question suivante. Pourquoi est-ce que nous faisons face, ou pourquoi est-ce que le monde est, est dans se retrouve dans des crises ou dans une grande crise globale? Et j'aimerais bien partager mon écran et ma présentation avec vous. Donc, je crois une bonne introduction sera la suivante. Donc, notre thèse, ça, c'est notre maison juste près de la chancellerie allemande. Et vous voyez qu'il y a des problèmes techniques, bien sûr, mais quand même, là, vous voyez des images très intéressantes, à mon avis. Là, vous voyez des illustrations illustrant des paramètres de haute importance pour le développement. Donc, je fais référence à la production des plastiques, à l'azote littoral, à la capture du poisson marin, la disparition des forêts tropicales, etc. Et vous voyez des graphes ou des graphiques qui sont en hausse exponentielle. Donc,
vous voyez qu'il y a cette croissance exponentielle et il y a des chercheurs qui font des recherches en ce qui concerne le système planétaire ou de la Terre, qui ont identifié des tendances différentes. Et ce qu'on sait, c'est il y a la croissance de la population, il y a l'augmentation du produit national brut, et il y a vraiment beaucoup de facteurs qui sont très importants. Donc, les courbes augmentent de manière exponentielle à partir du milieu du XXe siècle. Et en fait, tous ces processus sont provoqués, sont causés, sont faits par l'homme et on appelle ça l'anthropocène. Donc là, nous parlons en fait d'un acteur biologique et de la Terre parce que en fait, on parle de la Terre. Donc, quelles sont les énergies et comment c'était possible que l'humanité a pu ou pouvait influencer ou déséquilibrer l'équilibre de la Terre. Donc, fin, euh, nous avons euh, développé des technologies telles que la catalyse qui nous permettent d'utiliser les combustibles fossiles que la planète a produits pendant des millions d'années. Et ce que nous avons fait, c'était nous les avons utilisés pour alimenter la croissance économique du 20e et 21e siècle. Donc, c'était ça, l'évolution des infrastructures, des grandes infrastructures telles que l'infrastructure numérique. Donc, les énergies, comme j'ai déjà dit, en fait, les énergies ou bien les combustibles fossiles qui ont été produits par la planète pendant des millions, des milliers d'années sont utilisés pour, également, comme j'ai déjà dit, alimenter la croissance économique de nos sociétés. Donc, nous ne parlons pas seulement des changements en fait du système planétaire et de la Terre. En fait, ces développements ont également des conséquences à notre façon de penser, d'agir, de réagir. Donc, en fait, notre façon de réagir et de penser ne sont plus adéquates pour gérer la situation actuelle. Donc, j'aimerais bien vous donner quelques exemples. Donc, j'ai déjà parlé du changement de la catégorie de temps. Donc, nous parlons du temps planétaire. Donc, nous parlons des millions d'années de la planète qui ont produit des énergies dont nous disposons. Et de l'autre côté, nous avons des infrastructures qui sont, vous voyez les infrastructures là sur l'image, donc des salles de serveurs et avec les changements numériques, nous avons la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a des logiques différentes de temps ou en matière du temps. Donc, nous avons le temps de maintenant, donc le présent, et nous avons le passé et l'avenir. Et en fait, dans le contexte, sur le plan politique, cela cause des problèmes. Donc, parce que la politique doit prendre des décisions dans des délais de plus en plus raccourcis avec des conséquences ayant un impact à plus long terme. Donc, vous voyez, il y a en fait, deux façons de temps qui sont en collision. Donc, dans le passé, jusqu'au 19e siècle, en fait, il y avait, par exemple, la façon de créer, de lever, de trouver, de transmettre les connaissances par des générations. Mais maintenant, en fait, les transformations ou de la réalité est accélérée. Donc, il y a non seulement la modification de la nature extérieure, mais aussi, je fais référence aux répercussions sur la vie intérieure de l'homme et de l'animal. Donc, en fait, tout est influencé. Donc, tout d'abord, il y a une différence entre la relation nature et culture
Là, en fait, sur l'image, vous voyez les cultures de tomates dans le sud de l'Espagne. Vous voyez, en fait, c'est très, très évident qu'il ne s'agit pas d'un jardin classique pour cultiver des tomates. Non, en fait, vous voyez le jardin qui est devenu un appareillage ou un appareil technologique. Donc, comme j'ai déjà dit, je ne parle pas seulement des modifications de la nature extérieure, mais également de la modification de la vie ou bien de l'état intérieur de l'homme et de l'animal et des plantes. Là, sur cette image, vous voyez un barrage en Chine et les pêcheurs pêchent avec leurs propres mains car les poissons perdent leur orientation en raison de la pression de l'eau et c'est la raison pour laquelle on peut les capter facilement. Donc, on peut les pêcher de manière facile. Donc, cela change bien sûr également la façon de penser des gens. Et en plus, dû à la relation entre ces processus naturels et culturels, il y a une grande lacune entre ceux qui sont les créateurs des processus et les processus eux-mêmes. Donc, dans les pays industrialisés, on sait et par rapport aux pays en émergence, on sait qu'il y a des problèmes avec le changement climatique parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont émises. Et il y a par exemple, des organisations ou bien il y a des changements euh, qui change l'habitat, disons ça comme ça, des gens. Donc, il y a un mélange entre les processus culturels et les processus naturels. Donc, il y a comme une pénétration dans les deux. Et en fait, il faut aborder la question suivante. Qui est responsable lorsque les habitants de Calcutta, par exemple, perdent leur habitat parce que le niveau de la mer s'élève? Et en fait, cette élévation de la mer du niveau de la mer est causée par le changement climatique d'origine humaine. En même temps, on voit un développement très intéressant qui est également accéléré par la technologie. Donc, les technologies sont interconnectées et nous avons à peu près 30 billions de tonnes de technologie ou de logiciels ou bien d'outils technologiques et techniques. Et c'est la raison pour laquelle les chercheurs disent qu'il y a une technosphère qui s'est produite, comme la biosphère. Donc, nous avons la biosphère et en même temps, nous avons la technosphère avec leur propre logique, avec un propre monde, avec une propre réalité, disons ça comme ça. Donc, et en même temps, notre vie en dépend. Notre vie dépend de cette technosphère. Donc, nous avons des réseaux électriques, des systèmes de transport, des marchés financiers, etc., qui font partie de cette technosphère. Donc, cette technosphère a également un impact au système économique national et international. Et le problème, c'est en fait nous avons le monde Holocène de donc l'Holocène, cette vision du monde basée sur les objets. Donc, je fais référence à un climat équilibré et en fait, cette Holocène et les énergies sont disturbées, disons ça comme ça. Donc, les mondes d'objets sont dynamisés à l'Anthropocène. Donc, j'aimerais bien vous donner un exemple qui illustre bien ce processus, c'est la mobilité. Donc, nous avons la voiture qui a défini la mobilité pendant des décennies, mais il, euh, il faut apprendre que nous ne parlons pas seulement, que nous vendons pas seulement ou achetons pas seulement des voitures, mais également la mobilité. Donc, une voiture a une relation avec la mobilité et cela impacte des processus.
Et en fait, ces développements ou cette évolution de l'anthropocène représente c'est comme un effet secondaire non intentionnel. Donc, je parle en fait des aspects dystopiques de ce développement. Donc, nous souhaitons d'un côté, par exemple, résoudre le problème énergétique en utilisant le nucléaire, mais lors du développement ou de l'évolution du nucléaire, en fait, les gens n'ont pas pensé aux déchets nucléaires. C'est la même chose avec les plastiques ou les matières plastiques parce qu'il y a des continents de plastique qu'on peut retrouver dans le ou sur le Pacifique. Nous avons essayé à résoudre ou à gérer, à maîtriser le problème alimentaire en utilisant des engrais artificiels par fixation de l'azote, mais cela, euh, en fait, l'azote pollue de son côté l'environnement et les petits paysans s'endettent à cause de ça. Donc, la situation est aggravée. Donc, les conséquences secondaires non intentionnelles, en fait, de ce développement sont amplifiées. Donc, ce que nous souhaitons faire ou ce que nous essayons de faire, c'est de trouver des solutions globales pour ces problèmes. Donc, le problème, c'est plutôt de trouver des solutions, de chercher des solutions globales plutôt que locales. Donc, nous avons cette solution à l'échelle macro et cela mène aux effets secondaires non intentionnels. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour la compensation, pour compenser la situation actuelle et pour retrouver un équilibre, il faut faire des grands investissements. Donc, à mon avis, il faut quitter ou bien il faut changer ces structures macro. Il faut envers la décentralisation. Donc, le secteur énergétique peut, par exemple, être décentralisé pour améliorer la situation des gens, pour que les gens puissent prendre des décisions à l'échelle nationale parce que ou locale, parce que ce sont eux les communes, par exemple, qui sont touchées, impactées par les problèmes locaux. Donc, il y a bien sûr des technologies d'interconnexion telles que l'Internet ou bien d'autres technologies qui peuvent soutenir ou bien accélérer ce processus d'intégration. Et je crois que cela représente également une réponse à la question. Donc, la résilience représente une réponse à à ces grandes questions posées, donc aux grands axes abordés. Donc, les personnes qui sont impactées par les grands développements doivent, en fait, il faut les habitualiser, il faut l'empowerment, il faut que les gens puissent prendre leurs propres décisions parce que ce sont eux les acteurs dans leur propre environnement. Donc, le problème le plus grave, c'est que les gens sont devenus des objets lors des grands processus. Ils ne sont plus des acteurs. Donc, merci beaucoup, Monsieur Scherer. C'était vraiment très intéressant, vraiment donc, Monsieur Subran, donc, je crois que vous pourriez enchaîner sur cette présentation parce que vous allez aborder ou compléter en fait la prestation ou bien la présentation de Monsieur Scherer. Peut-être vous pourriez également faire référence aux points abordés par Monsieur Scherer, mais il ne faut pas le faire. Il y aura également la possibilité d'aborder les sujets ou bien d'enchaîner sur ce que M. Scherer vient de dire lors de la discussion. Et maintenant, M. Subran, vous avez la parole. Allez-y. Ja, jetzt, wo ich weiß, dass es gibt eine sofort Übersetzung, werde Maintenant, ich en mal fait, auf il y a Französisch sprechen. Donc, je vais Ja? parler en français Das parce ist qu'il auch y a une gut. Ja. traduction. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Entschuldigung, ich weiß, dass ein Akzent sehr süß Donc, ist, aber je sais que es mon ist accent est assez einfach für mignon, mich mais auf quand même, Französisch zu sprechen. je vais faire ma présentation en français, bien que ça soit très mignon et charmant. Super. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir d'être au Forum Gensagen Digital.
Merci beaucoup à M. Scherer de sa présentation qui m'a rappelé pourquoi on faisait tout ça. C'est-à-dire que ça fait du bien de rappeler un petit peu où on en est. Et d'un monsieur de la culture, je pense que c'est important aussi d'entendre ce que ça veut dire philosophiquement, d'essayer de lutter contre la tragédie des horizons, la tragédie des communs, tous ces problèmes en fait de la transition énergétique. Euh, si j'ai 4-5 points à partager avec vous et après je pense que le plus important c'est l'échange. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir sur ce que disait Pascal Canfin. Il parlait de la mondialisation des progressismes. Ça, c'est du langage Renew Europe dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on invente des concepts pour parler de choses qui sont très concrètes. C'est-à-dire que le vrai sujet aujourd'hui de la transition énergétique, soyons très honnêtes, c'est qu'il nous faut un Churchill des temps modernes. Il faut expliquer que ce sera de la sueur, du sang et des larmes, la transition écologique. L'effet distributionnel des efforts que nous devons faire, c'est pas du progressisme, hein, c'est des choix très durs, très coûteux et avec des gagnants et des perdants. Et il faut surtout pas être dans une version béate de tout ça. C'est-à-dire que ce soit la mondialisation ou la digitalisation, on a payé le prix très fort, notamment sur l'amitié franco-allemande. Je pense à la mondialisation. Euh, le, le- L'Allemagne est portée au nu depuis que vous avez réussi à garder les emplois et que nous, on les a tous détruits, notamment les emplois industriels. Et donc, sur la transition écologique, c'est assez important de voir aussi que le franco-allemand a pas mal de choses très distributionnelles à analyser, à comprendre, à apporter. Nous, chez Allianz, on fait des tonnes d'analyses en ce moment sur ce qu'on appelle les sector pathways, donc les trajectoires sectorielles sur le transport, sur la construction, sur l'énergie. Et en fait, on ne s'en sort pas, hein. C'est-à-dire que même si la nouvelle coalition allemande dépensait un petit peu plus, c'est-à-dire les 20-25 milliards autorisés par le Schuldenbremse, mais sans Schwarzenegger, ça fait quand même pas BZF quand on voit la quantité d'infrastructures critiques nécessaires pour la transition énergétique en Allemagne, ne serait-ce que passer les entreprises du charbon au gaz, un truc que les Français ont fait il y a longtemps. Mais bon, maintenant, on demande aux Français de passer du gaz à la biomasse bois, donc ils sont très énervés contre les Allemands parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont de nouveau connaître un déficit de compétitivité. Dans mon pays, la France, les transports, la construction, on voit que les besoins en investissement sont de l'ordre de centaines de milliards pour chacun de ces grands secteurs. Et, euh, et que malheureusement, si on ne fait pas ces investissements-là, les coûts seront très présents bien sûr sur l'intensité et la fréquence des catastrophes naturelles, mais aussi sur, à un moment donné, les prix et notamment sur le coût du carbone. On a vu dans mon pays les gilets jaunes. On voit aujourd'hui les effets distributionnels très forts des prix du carbone. Les économistes commencent à comprendre beaucoup mieux combien un choc de prix du carbone coûte pour les ménages les plus pauvres et aussi pour la classe moyenne. Il y a un très beau papier d'un jeune chercheur à la London Business School qui montre que un choc de prix du carbone, puisque maintenant on a des données sur le marché européen depuis 2005, c'est quelque chose qui est 2 fois plus grave qu'un choc des prix de l'énergie. Et que ce n'est pas un chèque énergie. Pour ceux qui ne savent pas, ça a été la mesure que notre président a choisi de mettre en place pour pallier les affres de l'augmentation des prix du pétrole. Ce n'est pas un chèque énergie qui va résoudre les pressions sur les prix de la transition écologique. Pourquoi je vous dis ça en entrée? Parce que des deux côtés du Rhin, ces aspects distributionnels vont être majeurs et que j'aimerais, moi, beaucoup plus le même discours de vérité que M. Scherer donnait en entrée en disant voilà où on en est, il ne faut pas se voiler la face. En termes de politique économique, on continue malheureusement trop de se voiler la face. On ne veut pas parler de ces gagnants, de ces perdants, d'une transition écologique, d'une adaptation maîtrisée. On a 8 ans pour faire ce qu'il faut faire. Il ne faut pas et si on veut réduire les émissions par 2 toutes les décennies jusqu'en 2050, il y a du taf. Donc, et je ne pense pas qu'on mesure l'urgence ni la profondeur des transformations que cela donne. Le deuxième sujet,
c'est celui de la gouvernance de ce changement. Je parlais des investissements publics. Moi, je continue de penser que, on est dans un monde d'après très différent. Pour éviter, faillite et chômage, on a créé dette et inflation. Pour éviter, une récession beaucoup plus sévère et peut-être même, des choses plus graves socialement, on a créé un État, un peu Léviathan qui s'est invité dans tous les domaines. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien coûte un billet d'avion parce qu'il y a tellement d'aides, aux compagnies aériennes que c'est difficile. Je ne peux pas vous dire combien coûte, un bout de dette italienne parce qu'il y a trop il y a trop d'aides et ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que, la seule sortie, c'est la croissance. Donc, juste pour ceux qui continuent de nous parler de décroissance, moi, je pense que la seule sortie, c'est la croissance, la croissance, la croissance, de la productivité, de l'innovation. C'est aussi, et vraiment c'est mon deuxième point, de retrouver, des partenariats publics-privés à fort impact. Aujourd'hui, on a l'État qui est très présent. Le secteur privé est très content puisqu'il reçoit beaucoup d'argent. Mais demain, le secteur privé ne sera pas très content parce que plus il reçoit d'argent, plus moins ou du moins l'innovation et les efforts seront là et moins il y aura de place pour le secteur privé. Mais dans la transition énergétique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on joue un peu au chat et la souris entre l'intervention publique et ce que le privé doit faire, que ce soit les ménages, les entreprises. Et moi, alors c'est un côté très en même temps, très macronien, mais moi je crois beaucoup à une place du marché. Par exemple, je préfère que le prix du carbone soit plus élevé plutôt qu'on commence à taxer de façon un peu centrale. Je pense que on peut faire des délégations de services publics avec des investissements publics initiaux et puis amener le secteur privé, l'épargne des Européens vers ces infrastructures, leur construction, leur maintenance. Je pense qu'on peut repenser la visibilité que l'on peut donner aux acteurs économiques sur les efforts qu'ils doivent faire et arrêter de subventionner les énergies fossiles comme on le fait aujourd'hui des deux côtés du Rhin, que ce soit le EEBA en Allemagne, que ce soit les subventions aux moteurs diesel en France. Enfin, il y a quand même cette crise, enfin, la pandémie nous a forcé à repenser que les risques exponentiels, probabilistes, systémiques arrivent, le changement climatique en est un. Et du coup, nous force à repenser la collaboration entre le public et le privé. Et je pense qu'il faut vraiment retrouver un curseur de confiance et de collaboration, de coopération, plutôt que de penser que c'est le public qui va tout gérer, ou de penser que le greenwashing que fait le privé, ça suffit aussi. Oui. Donc cette coopération, ou du moins cette nouvelle coopération, faut vraiment, ça va être très important pour les politologues parmi vous, pour les spécialistes de l'administration publique. Il va falloir trouver un équilibre efficace. Parce qu'aujourd'hui, les incitations ne sont pas les bonnes, euh, les, euh, les effets d'entraînement ne sont pas assez forts. Et puis, on a quand même cette idée que on va laisser faire jusqu'à ce que taxation, réglementation résolvent le tout. Hein. C'est le Fit for 55, c'est ce qui s'est passé dans le secteur de l'auto. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que je pense que ce n'est pas la bonne technique. Et je pense qu'on perd du temps très précieux et que donc il faut tout de suite essayer de trouver cet environnement, enfin cet équilibre pour faire avancer les politiques publiques dans le bon sens et certainement faire un effort énorme de pédagogie parce que trop de gens souffrent encore d'illettrisme climatique. Nous, on a fait une enquête là juste avant la COP26. Moins d'un Allemand sur cinq et moins d'un Français sur cinq connaissent vraiment comprennent ce que c'est qu'une économie décarbonée à horizon 2050, savent qu'on a en gros 8 ans pour faire le gros de l'effort, sinon on sera au-dessus de 1,5 degré, on aura des effets très graves sur le monde dans lequel on vit, etc. etc. Troisième sujet, puisque je viens de chez Allianz, donc du plus gros investisseur européen et aussi assureur, quel rôle peut jouer la finance c'est important d'en parler parce que moi, je pense que la finance, c'est le seul secteur qui peut transformer des millions en milliards. Donc, malheureusement, pendant très longtemps, la finance a été vue comme très cynique vis-à-vis du changement climatique. Et je peux comprendre parce que, notamment les Américains,
plus que les Européens, plus que les Français, les Allemands, ne veulent pas forcément regarder les actifs très marrons qu'ils ont sur leur bilan et ne veulent pas forcément faire beaucoup d'efforts pour décarboner. Euh, En Europe, on est beaucoup, à mon avis, beaucoup plus transparent, beaucoup plus honnête, beaucoup plus consciencieux. Mais j'ai l'impression que la finance s'est un peu reposée sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier âge où on s'est dit euh, ça va passer. Un deuxième, on a vu tout le monde s'exciter, donc on a commencé à faire des grandes promesses. Tout le monde était zéro carbone, 2050, tout le monde se débarrasser du charbon, se débarrasser du truc, du machin. En fait. Les banques centrales vont verdir les collatéraux, les politiques publiques mettent beaucoup d'argent. Et donc, c'était magnifique. C'était un grand moment d'ode à la joie, un grand moment kumbaya. Puis maintenant, il y a un peu la gueule de bois, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire les maths. Et quand on fait les maths, on se rend compte que c'est pas facile. C'est-à-dire, par exemple, les discussions qu'on a en ce moment dans le secteur des investissements, c'est le charbon, oui, on peut laisser tomber, le gaz, pas trop. Et s'il n'y a pas de nucléaire, on va être quand même dans la mouise. Et si on veut vraiment faire ça sans perdre trop de rendement pour ceux qui nous ont confié leur épargne, il faut faire appel à des compensations, pas le faire juste en essayant de décarboner nos bilans, etc. etc. C'est-à-dire que la liste de sujets se pose de plus en plus. Ça, c'est dans mon secteur, mais je pense que c'est vrai dans l'ensemble des secteurs. Et donc, c'est intéressant parce que j'attends la quatrième phase où on va de nouveau, une fois qu'on aura compris les enjeux, les tailles, euh, les ordres de grandeur, il va falloir de nouveau qu'on prenne des engagements. Pas à 2050, mais en fait à 2025, à 2030, à 2035, 40, 45. Et ça, c'est le plus dur parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas encore. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire ça dans un environnement réglementaire qui bouge, un environnement politique qui bouge. Et donc, nous, on attend beaucoup de clarification aujourd'hui pour pouvoir faire des choix stratégiques et avancer. Et je crois que c'est le cas des assureurs, des investisseurs, des banques. Euh, on a tous une histoire qui fait qu'on ne peut pas décarboner les bilans aussi facilement. On a des clients qui nous demandent des choses et donc on est là pour leur offrir du crédit. En plus, en période de pandémie, on leur offre beaucoup de crédit, il y a beaucoup d'épargne à investir, etc. Et donc, même s'il y a eu beaucoup d'efforts, par exemple, sur les prêts en zone euro, vous ne le savez peut-être pas, mais je ne parle pas des obligations, mais des prêts, les loans. Il y a plus de 70% des loans en zone euro qui ont des critères ESG. Donc en fait, Pascal Canfin parlait de la rapidité avec laquelle on s'est adapté. Il y a des bouts du secteur financier qui sont adaptés. Il y a eu des émissions d'obligations d'État vertes. Il y a eu, mais c'est pas tout le secteur financier. Donc moi, je parle beaucoup de développement de produits innovants. De la même façon qu'on demande aux gens leur appétence au risque, on devrait vraiment être très transparent sur où leur épargne est investie, où leurs dépôts bancaires sont, etc. Et surtout leur demander un petit peu leur appétence à de plus faible rendement par rapport à une prise de risque planétaire plus ou moins grande, donc à une empreinte carbone plus ou moins grande. Donc ça, je pense que dans le développement des produits, dans le développement des solutions de plomberie du secteur financier, il y a énormément de choses à faire. Et puis parce que le temps court, je vais juste citer mon idée 4 et 5, mais je ne les développerai pas forcément. La première, c'est cette idée de la tragédie des communs. C'est-à-dire que ce qu'on a appris avec la pandémie, c'est que, bien sûr, on savait que gouverner, c'était choisir, ça depuis Mendès France, mais ce qu'on a appris, c'est que chaque choix de politique publique a des externalités qui peuvent être assez fortes. Et dans la lutte contre le changement climatique, on voit se déplacer des masses d'investissements. Par exemple, Pascal Canfin parlait de la taxonomie. Moi, j'aime pas la taxonomie. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est trop statique pour le sujet qui nous intéresse. C'est-à-dire de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je ne pense pas que ça marche dans une dynamique économique où même les trucs qui sont pas bien, il faut qu'on les amène vers plus de
de vertu, de verdissement. Donc, par exemple, je vous imaginez bien qu'en tant que Français travaillant en Allemagne, je pense que je passe beaucoup de temps à parler nucléaire. Parce que M. Scherrer en parlait, c'est une vraie pomme de discorde entre les Français et les Allemands. Et donc, c'est intéressant de se dire, moi, je ne me dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je me dis toujours, de toute façon, il faut que tous les bouts de la chaîne marchent, parce que sinon, on aura fait un bout du truc et l'autre bout ne marchera pas. C'est l'histoire, on parle du CO2, et puis on s'est rendu compte qu'à la COP26, tout le monde parlait du méthane. On s'est rendu compte qu'on parle entre pays du charbon, et puis après, l'Inde et la Chine nous disent bye-bye sur le charbon, alors qu'on sait que les entités parapubliques chinoises sont parmi les plus émettrices. Donc, nous, on va faire des choses très, très vertes et très jolies, mais en fait, on va quand même avoir des émissions qui vont continuer d'augmenter pendant un certain temps avant que la Chine se décarbone. Donc, il y a cette histoire du fait qu'on est... il y a pas... L'Europe est en avance, mais il faut qu'on continue d'être très pédagogue et entraînant pour que cette avance, les États-Unis sont là, un peu mieux, mais bon, eux, à coût de 2000 milliards, donc eux, les seuls trucs qu'ils font, c'est dépenser plus. Ils ne s'intéressent pas trop aux autres aspects de la transition énergétique. Les pays émergents, eux, continuent de dire, on ne voit pas pourquoi on cirait la branche sur laquelle on est assis aujourd'hui. Donc ça va être un vrai sujet, cross-sectoriel, cross-pays, et la diplomatie climatique est, à mon avis, au plus mal en ce moment. Et le dernier sujet, c'est celui de la tragédie des horizons. J'en parlais un peu en introduction. Moi, je suis toujours choqué par le fait qu'on repousse au calendrier grec les engagements qu'on a. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appris avec la pandémie, par exemple, que l'Europe était mal armée sur les sujets d'innovation fondamentale, y compris sanitaire. Ben, je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui les investissements publics ne sont pas censés nous rappeler qu'il faut régler des sujets à très long terme. Je prends l'exemple en France, on vient d'annoncer un plan d'investissement à horizon 2030. Pourquoi on n'engage pas ce plan d'investissement à être carbone négatif? Pourquoi on a de l'argent de Next Generation EU, c'est super et tout ça? Pourquoi on ne dit pas qu'un bout de Next Generation EU ou un bout du budget de la Commission va aller dans une forme d'ARPA ou de BARDA climatique qui est là pour financer vraiment tout ce qui est fondamental et de très longue durée? Ça continue de me poser problème parce qu'on sait que la transformation écologique, elle ne se fera pas sans transformation technologique. Alors, on a les batteries, qu'Enfin le disait, c'est important, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même énorme sur l'hydrogène. On pourrait en parler des heures. C'est quand même, on fait ça à la petite semaine, comme on dit en français. C'est-à-dire, on fait un peu d'hydrogène là, on met un peu de milliards là, on se met d'accord, on fait des cocktails et tout, mais il n'y a toujours pas de régulation de l'hydrogène. Donc, en fait, il n'y a aucun argent sérieux ne va aujourd'hui vers l'hydrogène. Donc, on a des petites annonces ici et là, mais il n'y a personne qui amène, comme une vraie politique industrielle de long terme pour lutter contre cette tragédie des horizons, qui amène l'argent sur 30 ans vers l'hydrogène. Et ça me pose problème parce que je crois qu'entre le poids des Français et des Allemands aujourd'hui et notre collaboration, qui, à mon avis, va être très bonne au cours des prochaines années, il faut absolument que ces sujets-là soient sur la table dès le premier semestre 2022. Voilà, merci beaucoup. Viola, ich hoffe, dass du mit dem französischen Kanal alles gehört hast, ja? Das war alles gut. Ganz herzlichen Dank. Ein sehr Oui, umfassend. merci beaucoup. J'espère que tous ces... Voilà, c'était vraiment un plaidoyer très intéressant venant des deux participants. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment un très bon début pour une grande discussion portant à ce sujet. Mais nous avons le problème habituel qui est le temps. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. En fait, le temps représente toujours un grand défi pour tout le monde. Mais quand même, je souhaite poser deux questions. Et peut-être il y aura également la possibilité que le public ou les participants posent une question. Vous venez de dire le suivant. Donc, vous avez dit il faut renforcer la coopération entre le public, le secteur public et le secteur privé. Il faut aller main dans la main. Je trouve que c'est vraiment une jolie image, un bon exemple également vu que notre premier prestataire vient de dire, ou bien
ce que nous avons entendu lors de la keynote. Et ma question, c'est, vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes active dans des initiatives différentes, des comités différents. Pourriez-vous nous donner un exemple concret où, en fait, une telle coopération étroite existe déjà et quels sont, en fait, quels sont les points en faveur qui favorisent une telle coopération étroite, main dans la main? Moi ou Monsieur Scherer? Moi. Ja, Euh, euh, je- le premier sujet, c'est que je crois qu'on doit faire une agence franco-allemande des infrastructures vertes. Je crois qu'on a fait Airbus, on a fait des trucs pas mal. Je crois que l'Europe ne voudra pas le faire parce que les Polonais, parce que les Tchèques, parce que les machins, les trucs, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais du coup, vu ce sur quoi la coalition s'est engagée et vu ce que Macron propose aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des élections en avril, donc c'est compliqué, mais je crois qu'il y a… Vous voyez, par exemple, en ce moment, on a des tels problèmes sur la distribution énergétique où notre réseau énergétique étant très performant de ce côté-ci du Rhin, il y a pas mal de fournisseurs d'énergie allemands qui utilisent le réseau français parce que c'est moins cher. Voilà. Donc, ça s'appelle les loop-up en distribution énergétique. Et ben, au lieu de pinailler, de dire ah, machin, et moi je vais te rapporter à la Commission européenne, gna, 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 pourquoi on ne réfléchit pas à lancer un truc? C'est-à-dire que, comme je disais, il y a un petit peu d'argent du côté allemand dans la marge de manœuvre constitutionnelle. Macron a annoncé son plan 2030. Si on pouvait lancer des choses comme on a fait les EIC là, sur la batterie, sur les semi-conducteurs, si on pouvait lancer quelque chose de franco-allemand, je pense on ferait des émules. Donc moi, je crois beaucoup à quelque chose autour des infrastructures critiques de la lutte contre le climat, parce que des deux côtés du Rhin, on a des besoins de milliards. Nous, en tant qu'investisseurs privés, on serait ravis d'aller vers, par exemple, ce qu'on appelle en français un fonds de rehaussement du crédit. C'est-à-dire que l'argent public sert à réduire le, le coût, y compris en capital, mais surtout le coût du risque de ces infrastructures critiques. Et donc, ça amène de l'argent privé et je suis sûr que les assureurs seraient très contents de faire ça. Deuxième sujet, je crois qu'il faut absolument faire une grande campagne d'information. Je crois qu'on est, ce que je disais tout à l'heure sur l'illettrisme, je crois qu'on a un manque d'information très fort et qu'il y a une partie, il y avait un commentaire sur la sobriété énergétique, il y a une partie changement du comportement qui est très importante et tant que les prix ne forcent pas ce changement du comportement, il va falloir éduquer. Parce que, par exemple, je lisais un truc très intéressant cette semaine sur le mythe autour des emails. Vous avez tous des campagnes dans vos entreprises, on vous dit nettoyez votre mailbox, ça gagne du carbone. Ouais, en même temps, si vous mangez de la viande tous les jours, vous pouvez nettoyer votre mailbox autant que vous voulez, vous êtes toujours très carboné. Donc, ces histoires de mythes et réalités autour des émissions, notamment, je pense que c'est très important. Une grande campagne franco-allemande, ça aurait de la gueule. Ganz herzlichen Dank. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, vous êtes vraiment en faveur de la coopération franco-allemande. Donc, vous êtes un grand fan, n'est-ce pas? Et vous avez beaucoup d'idées intéressantes en ce qui concerne ce sujet. Et en fait, pour vous, les informations et les campagnes de sensibilisation et d'information sont de haute importance. Donc, Monsieur Scherer, quel est votre point de vue en ce qui concerne cet établissement d'une agence franco-allemande pour créer des ponts entre des systèmes parce que nous parlons, en fait, donc il y a des nouveaux processus de pensée, il y a des grandes lignes et des grands axes pour lesquels il faut trouver des solutions et je fais référence aux grands problèmes dont nous avons parlé. Donc,
qu'est-ce que vous pensez d'une nouvelle agence innovative, innovante, et quels seront les objectifs pour trouver des solutions transversales? Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'il y a deux aspects qui sont très importants. Tout d'abord, pour une telle agence ou pour des telles agences, il nous faut, en fait, je préfère le pluriel pour être franche, donc pour être franc, donc je préfère des agences. Il faut des grandes lignes, il faut des objectifs. Et nous avons vu lors de la pandémie et la gestion de la pandémie, le plus grand problème, c'était la fragmentation des connaissances au sein de la société. Donc, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des virologues, etc. Et chaque filière de recherche, de science a leur propre langage, leur propre perspective. Euh, en ce qui concerne ce sujet. Donc, il y a une pénurie où il y a, en fait, nous manquons en langage commun pour mettre ou bien pour élever, pour mettre ce grand sujet à un niveau commun, partagé. Donc, il faut créer un langage partagé et commun pour que tout le monde comprenne ou puisse comprendre les informations. Donc, au niveau sur le plan scientifique, il faut des institutions pour mettre en perspective les visions, les idées, les résultats différents. Et pour ainsi faire, il nous faut des agences. Donc, je suis convaincue à 100% qu'il y a, en fait, il y avait des éruptions politiques dans le passé et il n'y a pas seulement les approches top-down que je ne veux pas exclure, non plus, mais il faut également des approches bottom-up. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des bottom-up approaches. Et la notion de l'expert est un bon exemple. Donc, en général, les experts viennent des disciplines différentes. Donc, pourquoi ne pas regarder ou prendre le citoyen normal en tant qu'il faut le considérer étant l'expert pour sa propre vie. Donc, nous avons beaucoup d'experts, donc beaucoup de citoyennes et citoyens qui sont des experts pour leurs propres problématiques, pour leurs propres problèmes. Donc, je crois qu'il faut en fait changer la perspective et en fait, ce changement représente une bonne base pour trouver la solution. Donc, tout d'abord, comment utiliser, comment nouer, comment mettre ensemble, créer un lien entre les approches bottom-up et bottom-down. Et de l'autre côté, comment peut-on créer une approche beaucoup plus holistique sur la fondation ou sur la base des connaissances des experts. Donc, je crois que ce sont les deux grands enjeux pour nous. Donc, merci beaucoup, Monsieur Scherer. Donc, nous avons vraiment très bien, en fait, trouvé une bonne fin pour notre dialogue. Et Madame Auger, maintenant, j'aimerais bien vous passer la parole et merci beaucoup à vous, Monsieur Scherer et Monsieur Subran. Donc, merci beaucoup. Nous n'avons pas eu assez de temps, donc je crois qu'il faut toujours beaucoup plus de temps pour discuter des sujets de haute importance et très intéressants. Donc, merci beaucoup pour des visions très intéressantes. Maintenant, on fait une petite pause de 5 minutes et dans 4 minutes, on se retrouve en ligne avec notre prochaine panel portant à l'étude l'Europe agir ensemble pour la décarbonation, la transition énergétique européenne au cœur du Green Deal. Et il y aura Florence Schulz qui va s'occuper de la modération. Merci beaucoup et bonne pause.